Christophe Michalak était invité sur le plateau de Legend. Est-ce que Christophe Michalak est un vrai bonhomme ou un chouineur compulsif? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais rendre hommage à Christophe Michalak. J'aimerais lui rendre hommage pour une seule raison, pour ça. Car oui, Christophe Michalak a été l'animateur d'une émission il y a 10 ans qui s'appelait Dans la peau d'un chef, ça passait sur France 2. Et il se trouve que toutes les émissions ont été postées sur YouTube. Dans ces émissions, en fait, il travaillait avec un chef, voilà, vous avez plein de chefs, Denis Ambroisi, Olivier Streff, que du beau monde. Et tout ce beau monde, dans chacune de ces émissions, en fait, dévoilait des petits secrets de chef, des techniques, du jargon culinaire. Enfin voilà, ce sont des vidéos pédagogiques qui vous apprennent des choses que je n'aurais jamais appris autre part. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recettes. C'est en refaisant des plats de ces émissions-là. Donc, vraiment, si vous êtes cuisinier et que vous avez besoin d'apprendre des techniques, regardez ces émissions. C'est une pépite pédagogique. Mais je vous le rappelle, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si Christophe Michalak est un vrai bonhomme ou un chouineur compulsif. Quand je dis ça, je veux dire, est-ce que, voilà, on va plutôt s'intéresser à l'aspect managérial, l'aspect chef d'entreprise de Christophe Michalak. Allez, c'est parti avec la première anecdote. Le plus possible. Et après, tu deviens chef pâtissier au Plaza Athénée. Oui. À 26 ans. Assez jeune, ouais. Hyper jeune. Ouais, alors, il s'est passé plein de choses. Enfin, hyper jeune, ouais. c'est pas forcément jeune, 26 ans, mais c'est jeune pour ce métier-là. Oui, c'est assez jeune, ouais. Mais oui, c'est jeune, mais parce que voilà, Christophe Michalak, il faut savoir, il a été meilleur apprenti de France, voilà, à la vingtaine, j'imagine. Donc 26 ans, c'est déjà un gros nom. Et puis 26 ans, je crois qu'il est également champion du monde de pâtisserie déjà. Et j'avais une grosse expérience parce que j'ai beaucoup voyagé. Comment ça se passe avec les équipes au début quand tu deviens comme ça chef? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que tu fais des erreurs de management au départ pour parler vraiment business pur? Ou tu as ce sens-là tout de suite? Alors malheureusement, on ne nous apprend pas à gérer l'humain. Manager, c'est un mot qu'on ne connaît pas forcément. C'est en train de se démocratiser. Donc qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? J'ai fait pas mal de conneries. J'ai fait un management à la Robuchon, c'est-à-dire si tu ne comprends pas, je te gueule dessus. Et franchement, au Japon, à un moment donné, les 12 pâtissiers qu'on avait avec nous sont partis. On va parler après, mais tu es parti au Japon, tu as créé une pâtisserie là-bas. Exactement. Et c'est là où je me suis retrouvé seul, parce qu'en fait, j'étais beaucoup trop intransigeant sur moi-même et sur les autres, et tout le monde a craqué, tout le monde est parti. Et j'étais jeune, j'avais 24 ans à l'époque. Ouais, du jour au lendemain, personne. Pour faire partir des Japonais qui sont assez rudes, il faut y aller. Et sur le coup, je me suis dit, ok, il va peut-être falloir changer ma façon de manager, et de là. Ouais, voilà, donc ça c'est une thématique très récurrente dans la restauration. Donc évidemment, on dit que la restauration, enfin être cuisinier est un métier difficile parce que vous travaillez dans des conditions de travail difficiles, style voilà, vous avez plus de vie privée, vous avez plus de vie privée puisque vous travaillez tous les soirs, les week-ends, etc. Mais c'est aussi très difficile de travailler, notamment dans la restauration gastronomique, dans les restaurants étoilés, parce que vous avez des chefs qui vous éclatent, quoi. Qui vous éclatent. Je vous rappelle, si on parle de chef, si on parle de brigade, c'est que tout ça, la restauration, la cuisine, c'est inspiré de l'armée. Donc, on le sait, les chefs sont pas faciles comme managers. Et voilà, quand vous voyez Christophe Michalak, vous vous dites, ben lui, il a l'air tout gentil, etc. Ben non, en fait, oui, quand tu deviens chef, la première chose que tu fais, c'est un peu copier ce que tu as vu comme style de management de la part de tes prédécesseurs. Et ça m'étonne pas qu'ils disent ça, parce que même un gars comme Éloi Spindler, je sais pas si je prononce bien, jeune chef qui commence aussi à bien être présent sur le réseau, à bien avoir sa place. Lui, pareil, lui, avec sa petite bouille comme ça, on dirait qu'il est super sympa. Mais même chose, quand il a commencé à être chef, pareil, il était jeune aussi. C'était un énorme connard. Et c'est lui, c'est lui qui le dit. Notre chef, c'est endosser tout le stress d'un service, et donc la solution de facilité, c'est de déverser le stress sur vos équipes, quoi. Et donc, tu les as fait partir, et après, tu as réussi à pérenniser la pâtisserie. Tu as retrouvé d'autres chefs avec qui ça s'est bien passé? Ah ben radical. Non, mais l'homme que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec le petit branleur que j'étais à 25 ans. Parce qu'on ne m'avait pas donné les codes. C'est pour ça que c'est important de bien former les gens. Et l'humain, pour moi, l'humain est le centre névralgique d'une entreprise. Je ne peux rien faire sans mes équipes. C'est primordial.
Aujourd'hui, donc, tu as 50 salariés, tu disais 3 pâtisseries et 50 salariés. C'est compliqué de recruter par les business aussi. Ce qui est fou, c'est que le monde a changé radicalement après le Covid. Ah, tu as vu une différence vraiment? Tout le monde dit ça. Radical. Tu as vu Dans le monde, ouais. Il faut se réveiller. C'est drôle parce que tu regardes les informations, personne n'en parle. Mais là, il y a un cas, on parle du réchauffement climatique qui est très grave, mais on ne parle pas de tous les artisans qui n'arrivent plus à recruter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai problème. Il faut regagner le goût de l'effort. C'est primordial. On ne veut plus travailler, on ne veut plus faire d'efforts. Je ne sais pas si sa vision est clairvoyante. Voilà. Est-ce que la génération actuelle, la nouvelle génération actuelle, a moins envie de travailler, a plus envie de chiller, etc., n'a pas le goût de l'effort? Je pense que c'est difficile de le dire. En tout cas, ce qui est remarquable, c'est que après le Covid, en effet, les cuisiniers ont découvert ce que c'était d'avoir une vie privée pendant 3 mois. Donc évidemment, les mecs ont dit stop, en fait, je ne retourne pas travailler dans la restauration. Voilà, on sait que le recrutement en restauration, c'est très très compliqué. Rupture conventionnelle aussi pour des bons employés qui sont restés longtemps chez moi et qui voulaient réfléchir à faire quelque chose, mais un peu tranquillou. Donc voilà, rupture conventionnelle, ça veut dire que pendant 2 ans, tu les vois plus, ils sont payés à 80% de leur salaire. C'est génial, c'est une force énorme, c'est la force et la chance d'être en France. On est trop aidé pour Je pense qu'à un moment donné, ça nous aide pas, ouais. Et ça, tu as vu une accélération après le Covid? Il est en train de nous dire que voilà, c'est pas juste une question de déficit de ressources humaines, c'est aussi une question que vous avez une bonne partie des gens, en tout cas dans la restauration, qui choisissent, s'ils ont la possibilité de le faire, de rester au chômage, plutôt que de retourner travailler dans des conditions qui peuvent parfois être délétères, c'est vrai. Et donc on en arrive à ce non-sens, où vous avez des chômeurs, beaucoup de chômeurs, mais la restauration ne trouve personne. On est dans un système où on cherche à protéger les salariés le plus possible. Après voilà, lui il a fait des choix de gestion, c'est lui qui les a fait, peut-être qu'il les referait plus, d'accorder des ruptures conventionnelles à chaque personne qui le demande. T'as vraiment vu un marqueur? Ah, là c'est ouf. C'est ouf. Alors pour l'instant, tout va bien, mais là j'ai des projets d'ouverture de boutique et de développement d'un gros laboratoire. Et là je commence à flipper parce que je me dis mais comment je vais recruter alors que personne n'arrive à recruter? Mais c'est vraiment le sujet qui te préoccupe le plus. Mais ça fait 2 ans que ça dure. Hein. Ah c'est ça. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens s'ils bossent pas, s'ils n'ont pas le goût de l'effort? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Oui, voilà, c'est ce qu'on a dit en fait. S'ils ne bossent pas, s'ils n'ont pas le goût de l'effort, c'est parce qu'il y a un système qui leur permet de se permettre de ne pas avoir ce goût de l'effort. Les gens ne sont pas incités à reprendre le taf. Ça nous amène au dernier passage que je voulais vous montrer. On va voir justement, est-ce que Christophe Michalak va dire les termes? Énergie folle. Est-ce que les charges patronales sont trop élevées en France? Est-ce que tu trouves que toi qui as travaillé à Tokyo, dans d'autres pays, même aux États-Unis, etc., est-ce que tu trouves qu'on est trop chargé en France par rapport aux autres pays? Alors, il y a un énorme débat, bien évidemment. Quelqu'un que tu vas payer 2 000 €, en fait, t'en payes 4 000. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, tu dis mince, mais pourquoi mon employé il prend pas 4 000 direct et on est tranquille? Et toi, il serait tellement ravi et il pourrait se donner à fond. Bon, voilà. Ouais, voilà, on se demande pourquoi. Ouais. On se demande bien pourquoi. Bon, après, peut-être que dans ce monde-là, il prendrait pas 4 000, mais peut-être que tu lui donnerais 3 000. Mais je le redis, j'en suis sûr. Et visiblement, Christophe Michalak ferait partie de ces patrons-là. Mais la plupart des employeurs augmenteraient les salaires. C'est évident. C'est pas le cas. Mais on a aussi la chance d'être dans un pays magnifique. On essaie de contenter tout le monde, c'est un peu, oui, c'est complexe. Hein. Est-ce que tu as déjà été... Ouais, alors voilà. Bon, il ira pas au bout du bout. Mais on a compris ce que tu pensais, Christophe. Mais très clairement, si tu pouvais supprimer les cotisations patronales et salariales, tu le ferais. Tu as été trahi par un collaborateur? Alors écoute, en général, vraiment, avec Delphine, on a un management vraiment pas paternaliste, pardon, mais très, très fixé sur l'humain. On est vraiment, je pense, des bons patrons, entre guillemets. Mais c'est ce que j'ai ressenti quand je suis venu dans écoute, ton relationnel avec les gens. Tu peux pas me faire plus plaisir. Moi, c'est la priorité de tout. On a eu un employé qui était un directeur de boutique, de toutes mes boutiques, et qui était cantonné en fait dans une boutique, ma boutique de Saint-Germain-des-Prés. Et il se trouve que le chiffre d'affaires de cette boutique en fait n'arrêtait pas de dégringoler. Donc on se posait des questions, et à chaque fois qu'on lui posait des questions, en fait c'était jamais sa faute, c'était toujours la faute de quelqu'un. Et au bout d'1 an, à force de dire ça, d'avoir ce même discours, je me dis tiens c'est quand même bizarre. Et
j'ai fait une petite enquête et je me suis aperçu que il démotivait le personnel. Enfin, c'était vraiment lui le problème. Donc je lui ai proposé une rupture conventionnelle. J'ai proposé qu'on s'arrête là, que voilà, ça n'allait pas. Il accepte et quelques jours plus tard, il refuse et il se met en arrêt maladie. Tout ce que j'adore. C'est que j'aurais pu, pour faute professionnelle, m'en séparer. L'arrêter tout de suite. Eh ben non, il se met en arrêt maladie, ça dure 6 mois. À l'époque, on envoie des courriers, et son docteur lui permet de voyager partout en France avec sa maladie, sa pseudo-maladie. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, il m'a attaqué au prud'homme. Oh là là, j'ai eu la totale. Ouais. Alors, accroche-toi bien. On n'a pas dormi pendant des nuits avec Delphine. On a tout gagné. Tout gagné. Sauf que les 5 sous couvert qu'il faut absolument que le salarié soit protégé, on se retrouve dans ce genre de situation grotesque. Enfin voilà, l'idéologie qui domine, c'est que un salarié doit être protégé face à la perte de son emploi. On surprotège le salarié parce qu'en face, on dit que les employeurs, en fait les méchants employeurs, les exploitent, etc., que c'est eux qui ont le pouvoir, mais la réalité c'est que là, le rapport de force, il est déséquilibré et il est en faveur du salarié. On n'est plus du tout dans un rapport équilibré, comme on nous le présente. Un salarié, s'il veut plus travailler avec une entreprise, lui, il peut démissionner sans aucun motif, il peut se mettre en arrêt maladie, et visiblement en France, c'est assez simple de le faire. Alors que de l'autre côté, l'employeur, si lui, il veut plus travailler avec son salarié, il doit soit justifier son licenciement, ou alors lui verser des indemnités. Vous ne m'enlèverez pas l'idée qu'il y a un déséquilibre total dans cette relation contractuelle. Pourquoi un salarié, en donnant un préavis, peut partir de l'entreprise? Pourquoi l'employeur pourrait pas faire pareil? Pourquoi l'employeur pourrait pas dire je veux plus travailler avec toi, je te laisse un préavis de 2 mois, 3 mois, le temps que tu retrouves un taf, et après ciao quoi. Pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi on n'envisage pas les choses comme ça? Pourquoi le salarié doit être ultra protégé face à la perte de son emploi? Une sortie d'emploi, ça se prépare. Tu cherches en amont, et après, tu envisages de te barrer. Là, les situations qu'on connaît, les gens attendent d'arriver à la rupture pour commencer à chercher un travail. Ils s'en foutent parce qu'ils auront droit au chômage. Ce système ne nous responsabilise pas. Moi, je veux dire, si je veux quitter mon taf, je vais commencer à chercher une alternative, et une fois que j'ai trouvé cette alternative, j'annonce à mon employeur que je m'en vais. Alors que là, dans le système dans lequel on est, en fait, c'est j'ai plus de taf, je suis au chômage, et après je commence à chercher un emploi. Ça devrait, on responsabilise personne en fait. Normalement, la logique des choses, ce serait, j'ai plus envie de travailler avec mon employeur, je commence à chercher un taf, et je me casse. Si votre job ne vous convient pas, je viens de vous présenter le plan à faire en fait. Vous n'êtes pas prisonnier d'un emploi. Si votre employeur est une ordure, ça existe, ça, je ne nie pas que ça n'existe pas. Si votre employeur est une ordure, s'il vous demande de faire des choses indécentes, des choses qui sont illégales, des choses que vous n'avez pas envie de faire, barrez-vous. Vous n'avez pas à rester dans un emploi si votre employeur est une ordure en fait. Ce n'est pas sain. Voilà, je dis les termes sur ma vision du contrat de travail. Est-ce que vous pensez que je vais trop loin? Est-ce que vous pensez que le salarié doit absolument être protégé contre la perte de son emploi? Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez comme moi, est-ce qu'on doit être responsabilisé? Il ne faut pas attendre de perdre son emploi pour commencer à en trouver un nouveau. Vous cherchez avant. Alors évidemment, il y a des situations qui existent où le chômage trouve son sens. Et je suis pas contre le chômage par définition, mais je suis convaincu que dans 70-90% des cas, en fait, c'est juste une situation où les gens ne sont pas responsabilisés et ils auraient pu très bien trouver un emploi avant et enchaîner direct avec. Je vous attends donc en commentaire. Je vous dis à très vite.